L'AGS, indéboulonnable référence des maxi-trail, véritable icône de ce genre de moto à la fois à l'aise sur route et en tout chemin. Une stratégie, une recette que BMW peaufine depuis plus de 4 décennies, depuis sa R80 originelle. Cette longue expérience permet à BMW de dominer outrageusement ce segment avec des chiffres de vente à faire pâlir toutes ses rivales. La BMW GS est la meilleure vente de la marque allemande de par le monde et elle obtient des scores en France absolument ahurissants. Elle se classe très régulièrement en haut du peloton des têtes de vente sur le marché français. C'est un véritable mastodonte au sens propre comme au sens figuré. Et c'est justement en raison de son statut de vedette du catalogue allemand que Motonet repasse au guidon aujourd'hui de cette R1250 GS, car vous le savez sans doute, BMW Motorrad s'apprête à fêter son 100e anniversaire et prépare pour l'occasion une nouvelle moto qui va célébrer ce siècle d'existence. Or, cette nouvelle moto, il y a beaucoup d'indices qui tendent à suggérer qu'il s'agira d'une nouvelle GS, probablement une R1300 GS, comme le suggèrent certaines rumeurs qui sont arrivées jusqu'à nous. Deuxième raison qui nous fait dire que la GS va évoluer en 2023 et qu'elle va donc incarner cette moto du 100e anniversaire, c'est tout simplement le respect du calendrier propre à BMW. La GS, traditionnellement, elle a une grosse refonte tous les 10 ans et des évolutions marquantes à mi-parcours. Or, la dernière grosse modification sur ce modèle date de 2013. C'était l'introduction du refroidissement liquide sur son moteur si caractéristique, un bicylindre à plat face à la route. Entre-temps, la moto a reçu des modifications, notamment en 2018 avec une distribution variable, donc toujours sur le moteur, qui permet d'optimiser sa plage de régime. Autant dire que si on s'en tient aux habitudes de BMW, la GS va évoluer en 2023 et c'est la raison pour laquelle Motonet la reteste aujourd'hui pour répondre à 3 questions. La première, pourquoi la GS est-elle la référence du genre maxi-trail? La deuxième, quelles sont ses qualités, mais également ses défauts? Car, tout aussi icône qu'elle soit, n'allez pas croire que cette moto est exempte de points faibles. Il y en a quelques-uns que Motonet va identifier et décrire avec vous. Ce qui nous amène à la troisième question. Comment la marque allemande va-t-elle s'y prendre pour la rendre encore meilleure et lui permettre de conserver cette domination hégémonique? Tandis qu'une vicieuse petite pluie glaciale vient nous rappeler qu'on est encore qu'au mois de février, on s'intéresse donc aux raisons du succès de la BMW R1250 GS. Ces raisons, elles sont multiples. D'une part, comme je vous l'ai dit, BMW a la main mise sur ce segment grâce à son expertise. 4 décennies à peaufiner la recette, forcément, il y a un moment où on la cuisine à la perfection. Et une bonne recette dépend de bons ingrédients. Et là-dessus, BMW utilise toujours les mêmes ingrédients qui sont donc peaufinés au niveau technologique, millésime après millésime. J'entends par là son moteur, caractéristique, un bicylindre à plat. Il n'y en a aucune autre dans la production qui a ce type de moteur. Ça participe aussi à la distinguer. On a également un train avant non conventionnel, le télélever. Donc il y a des fourreaux de fourche, mais il y a un amortisseur central. Ça permet notamment de réduire les transferts de masse et donc la moto freine quasiment à plat. Autre caractéristique distinctive de cette GS, son paralever, à savoir donc un bras oscillant qui intègre l'arbre à cardan pour la transmission finale. Ces 3 caractéristiques technologiques distinguent la GS du reste de la production. C'est une moto qui ne fait rien comme les autres et que pourtant toutes les autres envient. Puisqu'on parle de son moteur justement, ce Boxer, bicylindre à plat, développe dans cette version 136 chevaux et 143 Nm de couple. Là-dessus, la BMW n'est pas forcément la plus puissante du genre. On vous a préparé une liste de toutes ses rivales avec leurs caractéristiques à retrouver à la fin de cette vidéo et vous verrez que certaines font mieux en la matière. Cependant, elle se situe quand même dans le haut du panier, notamment sur cette valeur de couple très impressionnante de 143 Nm. C'est une valeur en plus disponible très tôt qui s'étend sur toute la plage de régime et ça participe aussi à la placer vraiment dans le top au niveau du dynamisme. Cette mécanique propre à BMW et historique pour la marque à l'hélice présente d'autres avantages, notamment en termes d'abaissement du centre de gravité, parce que forcément ces cylindres à plat, ils vont tendre à abaisser le centre de gravité au bénéfice de l'agilité. Or, comme la moto est quand même très lourde, 249 kg, c'est un bon point à prendre, notamment donc pour les manœuvres à l'arrêt à basse vitesse. Et c'est ce qui fait aussi que la moto est très agile, malgré ses mensurations intimidantes. 2 autres atouts de cette configuration à plat. Le premier, c'est que ça fait une protection pour les jambes. Et oui, lorsqu'on roule, le moteur
donc va venir protéger le bas des jambes. On a le tibia et le haut de la chaussure qui est à l'abri, comme sur une routière complètement carénée. Et je peux vous dire que là, ce matin, ça caillait pas mal, il gelait quand je suis parti. J'étais bien content justement d'avoir cette zone ici à l'abri derrière ce moteur. Un autre atout, cette fois en utilisation tout-terrain, c'est que lorsque la GS tombe, souvent, elle vient se poser justement sur ce moteur. Alors, on parle évidemment d'une chute lorsqu'on laisse presque tomber volontairement la moto à l'arrêt, hein, lorsqu'on est trop en difficulté, qu'on n'arrive plus à la retenir, et hop, là, on la laisse se pencher. Elle va venir s'incliner, elle se pose sur le moteur. Et ça, c'est un atout. Pourquoi? Parce que pour la relever, ça sera un effort supplémentaire de moins à fournir, hein, puisque la moto sera pas complètement inclinée contre le sol. Alors, ça peut paraître anecdotique, ça peut paraître un détail, mais puisqu'on parle quand même d'un trail, c'en est pas forcément un. Dernier point qui concourt au succès de cette GS, c'est son image. Alors, je ne vous parle pas là en termes de présentation, même si la moto, hein, elle a des lignes caractéristiques immédiatement identifiables, des lignes anguleuses, un gros réservoir de 20 litres qui remonte fort en hauteur, un bec de canard, un regard légèrement asymétrique, même si là-dessus, hein, par rapport au R1200 de jadis à refroidissement par air, les lignes et notamment cette asymétrie se sont consensualisées. Reste que la moto, voilà, elle a quand même une stature, elle a quand même une allure immédiatement donc identifiable. Ça aussi, ça participe à son succès parce que là encore, c'est une moto qui s'identifie immédiatement de par sa ligne, de par son architecture mécanique qu'on repère tout de suite, de par sa bande son aussi que cette architecture délivre, une sorte de vrombissement. Mais je vous parlais d'image donc au sens large, c'est-à-dire aussi l'image qu'elle renvoie cette moto, car il faut bien l'avouer, pour beaucoup de motards, la GS, c'est une sorte d'aboutissement. Elle est en haut de la chaîne alimentaire des trails et elle fait rêver, elle fait même fantasmer certains motards pour qui donc posséder une GS, c'est une sorte de Graal, une sorte aussi peut-être de faire valoir. Ça, il nous appartient pas forcément de juger, d'aller sur ce terrain-là, mais je pense que vous voyez très certainement où je veux en venir. Et donc finalement, le succès appelle le succès. Elle a beaucoup de succès, donc elle est très demandée. Et ça se vérifie aussi sur le marché de l'occasion où les BMW GS se vendent très très bien, voire à des prix largement au-dessus de la cote. C'est aussi une des raisons de sa réussite commerciale insolente. Avant de poursuivre notre essai sur les routes, mais également les chemins forestiers comme ici, on vous précise que cette GS ici est en configuration Trophy. C'est donc une configuration optionnelle qui intègre notamment cette peinture caractéristique bleu, blanc, rouge. Ça renvoie donc à la compétition qu'organise BMW, le GS Trophy. Cette configuration intègre également des éléments qui ne sont pas de série sur la moto, comme par exemple ces jantes à rayons. Et là, on entre dans un des domaines qui est souvent critiqué sur la GS, à savoir sa politique d'options frustrante pour l'acheteur, enrichissante pour le vendeur. Exemple, cette machine en édition Trophy, qui bénéficie donc de pratiquement tous les packs qu'a intégré BMW France avant de nous remettre la moto, atteint les 26 100 €, alors que la moto de base est à 19 890 €. Je vous laisse faire le calcul, mais ça fait quand même une sacrée enveloppe, une sacrée rallonge pour bénéficier donc de tous ces équipements supplémentaires. Vous avez noté par exemple qu'elle avait des crash bars ou encore des feux longue portée. Elle a également les poignées chauffantes, les selles chauffantes. Et si je parle de politique d'options exaspérante, c'est tout simplement parce que la version standard, qu'il est d'ailleurs très difficile de trouver dans les concessions BMW, elle est pratiquement à poil, si vous me pardonnez l'expression. Par exemple, les pare-mains ne sont pas intégrés de série. C'est quand même un comble sur un trail. Autre exemple, les supports de valise. Les supports de valise supérieurs sont intégrés dans la coque arrière, ça c'est super. Par contre, les supports inférieurs, eux, sont en option. Autre lacune sur une moto de ce standing destinée à avaler du kilomètre, c'est les régulateurs de vitesse qui apparaissent également dans le catalogue des options ou encore les poignées chauffantes. Et le problème, c'est que, inspiré de sa politique automobile, BMW ne propose pas toutes ces options à l'unité, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de les acheter de façon individuelle. Il faut donc souscrire des packs qui sont forcément beaucoup plus onéreux et qui contiennent parfois des options dont vous n'avez absolument rien à faire. Allez, on change un petit peu de décor pour aborder la deuxième question de cet essai, à savoir quelles sont les qualités et les défauts de la GS. Qualités et défauts qu'on va juger en dynamique, bien entendu. Sauf que, contrairement à nos habitudes, on va faire ça
autour de la moto, pas en roulant en embarqué. Pourquoi? Parce que malheureusement, eh bien, l'enregistrement que j'ai effectué en embarqué n'a mal fonctionné, avec beaucoup d'interférences sur notre micro, probablement les averses de pluie qu'on a pris sur le casque ces derniers jours, ce qui fait que je sais que c'est une séquence que vous appréciez particulièrement parce que c'est immersif, parce qu'on est sur la moto, on partage tout avec vous, mais là malheureusement ça va pas être possible, mais vous inquiétez pas, on ne va omettre aucun détail. Lorsqu'on monte sur la GS pour la première fois ou qu'on la redécouvre, comme c'est mon cas, parce que ça faisait un certain temps que je n'étais pas monté sur ce millésime, eh bien, la première chose qui frappe, c'est que chaque chose est à sa place. Alors, je sais, ça peut paraître très convenu comme considération, sauf que c'est réellement le cas. On sent que c'est une moto qui a été gambergée, peaufinée dans ses moindres détails au fil des millésimes pour que justement tout soit exactement au bon format, avec la bonne inclinaison, accessible, pratique. Et ça, c'est quelque chose qui concourt à mettre immédiatement à l'aise. Parce que souvent, lorsqu'on découvre une moto, il y a toujours un petit détail qui chagrine. Il y a une pédale de frein un peu haute, il y a un levier de frein qu'on n'arrive pas à régler exactement à sa main pour avoir l'attaque désirée. Il y a l'accélérateur qui réagit pas exactement comme on aimerait. Bref, il y a quelque chose, il y a toujours un détail qui vous chagrine. Sur la GS, sincèrement, il n'y a vraiment pas grand-chose à lui reprocher au niveau ergonomie. La moto, elle est bien pensée. On a les leviers qui tombent naturellement sous les mains. Ils sont réglables par ailleurs. Le guidon, il est de type trail, donc il est relevé, large, mais sans excès. Donc on a une bonne position. Vous voyez, les bras tendus. Ils sont pas vers le haut, ils sont pas vers le bas. Ils n'écartent pas exagérément au niveau des épaules. Donc on est bien installé sur une selle qui est confortable, avec une bonne densité. On a fait des longues étapes à son guidon, notamment sur autoroute et dans des conditions, vous avez pu le voir, qui n'étaient pas super chaleureuses. Eh ben, rien à signaler au niveau du séant. On est bien sur cette selle qui est par ailleurs réglable en hauteur, sans outil. Il suffit donc de démonter la 6 passagers, puis la selle pilote. En dessous, il y a une entretoise qu'il suffit d'inverser pour remonter la hauteur de 850 mm à 870 mm. Ici, elle est en selle basse. Et c'est là d'ailleurs un des premiers petits défauts de cette moto, c'est que vous voyez, même si elle est en selle basse, je touche le sol que de la pointe des pieds. Donc c'est un peu juste pour les manœuvres. Là, faire demi-tour sur un chemin comme ça à l'arrêt, en poussant avec la pointe des pieds, c'est limité. Et ça, on le ressent également évidemment en roulant. On s'arrête à un stop en dévers et il y a un petit moment de panique. Et on le ressent évidemment en tout terrain parce que là, en tout terrain, on manque d'appui suffisamment stable. Attention donc à prendre ça en considération, cette accessibilité donc qui est pénalisée notamment par ce réservoir de 20 litres qui est assez large quand même entre les cuisses. Ça là-dessus, certaines rivales font mieux. Il y a moyen de faire un petit peu plus évasé entre les cuisses pour améliorer l'accessibilité de la moto. Autre détail, mais qui n'en est pas un et qui traduit justement une longue expérience de la routière, c'est la béquille centrale de série, s'il vous plaît, qui se révèle très facile à manipuler. Le levier est bien calculé, du coup la moto est facile à soulever. Franchement là-dessus, il n'y a pas beaucoup de progrès à faire et c'est assez bluffant de voir qu'une moto d'un tel volume, d'un tel poids peut être manipulée de façon aussi facile. Un autre aspect pratique bien pensé, c'est cette molette sur le bas à droite du pare-brise qui permet, vous voyez, comme ceci, de monter le pare-brise afin d'améliorer la protection. Alors la protection, elle est vraiment très bonne avec le pare-brise en position haute. On a le buste complètement abrité, une bonne partie des épaules et les 3/4 du casque. Moi, je roulais pour cet essai avec un casque modulable et il était facilement possible de rouler avec la mentonnière ouverte sans être donc déventé, signe donc que cette bulle est très bien pensée et sa manipulation comme ceci, sans outil à la main, eh bien elle se fait de façon instinctive. Alors là par contre à l'arrêt je le fais avec ma main droite parce que c'est logique. Par contre c'est vrai que si vous voulez le faire en roulant, vu que vous avez la main sur l'accélérateur et sur le frein avant, quand même par sécurité, vous êtes obligé de le faire de la main gauche. Alors ça, vous allez me dire, c'est quand même pas super pratique là-dessus, ils sont pas malins les Allemands. Sauf qu'en fait, en réalité, quand BMW est sorti cette cinématique, il nous avait expliqué qu'il avait fait exprès justement pour que les motards manipulent cette bulle soit à l'arrêt ou en tout cas en lâchant l'accélérateur afin de réduire les risques d'accident par inattention, c'est-à-dire que on est plein pot entre guillemets et puis on veut régler la bulle et on voit pas la voiture qui freine devant soi. On évoque aussi les commodos avec pas mal de touches de raccourcis, vous avez pu le voir, des raccourcis pratiques qui concernent notamment le changement de mode de conduite. Il y a le mode Rennes, le mode Road, le mode dynamique et le mode enduro. Donc vous vous doutez que le dynamique c'est le plus sportif, le Rennes c'est pour l'appui et l'enduro c'est pour le tout-terrain.
On a ça sur la droite. Sur la gauche, on a une touche de raccourci qui permet d'actionner les suspensions pilotées, les A, qui permet donc de régler la dureté de ce système qui agit sur les lois hydrauliques. Donc ça agit en continu et en temps réel. Donc on peut soit avoir un profil plus dynamique ou un profil plus confortable. Et il faut bien le dire hein, que cette option elle est redoutablement efficace puisqu'il y a une réelle différence entre le mode road et le mode dynamique. En mode road, la moto est très confortable, elle lie toutes les imperfections du bitume comme un tapis volant, alors qu'en mode dynamique, elle est beaucoup plus sèche, beaucoup plus rigide et beaucoup plus du coup sportive. Là-dessus, il y a un grand écart qui est fait. C'est assez magistral et c'est pas toujours le cas hein, sur ce type de moto avec des suspensions électroniques dont parfois on navigue dans les menus en se disant que y a pas beaucoup de différence entre le doux et le dur. Là, c'est pas le cas et ça aussi, c'est à mettre au crédit donc de la BMW. Juste à côté, vous avez vu, il y a une molette crantée. Cette molette crantée s'appelle le multicontrôleur. Ça, c'est quelque chose pareil, propre à BMW, c'est deux séries. Et ça permet de naviguer dans les menus très facilement. Alors, soit en la tournant hein, du haut vers le bas, afin de faire défiler les menus. Donc, ça, c'est bien vu. Et on peut aussi la manipuler sur le côté, vers la droite ou vers la gauche. Donc, vers la droite pour valider, vers la gauche pour revenir en arrière. C'est sincèrement enfantin, c'est intuitif. Et ça permet donc d'aller dans les menus proposé par la dalle couleur TFT qui sert d'instrumentation de façon très simple et de valider, de régler la moto à sa main, d'aller notamment sur l'intensité des poignées chauffantes optionnelles. Là-dessus, il n'y a pas beaucoup d'équivalent en la matière hein, et une fois qu'on y a goûté à ce multicontrôleur, on a quand même tendance à se dire que des fois les autres avec les systèmes de flèches, tout ça, c'est un peu archaïque. Là, c'est aussi une des forces hein, des motos routières de chez BMW. Donc on est bien installé, une position droite, une bonne protection, un bon confort de selle. Bref, tout va bien. La moto, en plus, au bout de quelques kilomètres-heure à peine, elle fait oublier son embonpoint. Parce que oui, elle est lourde, hein, clairement. On verra tout à l'heure que certaines de ses concurrentes font mieux en la matière. Mais c'est assez stupéfiant de constater que justement, à peine lancée, eh bien, la moto s'équilibre comme par magie, entre guillemets. Et bien ce poids, cet embonpoint, il se fait oublier. Alors, il y a deux constructeurs qui sont capables de faire ça à merveille en termes de répartition des masses, justement, et d'abaissement du centre de gravité, c'est Honda et BMW. BMW, il maîtrise parfaitement le sujet grâce donc à son boxer, je vous l'ai dit, qui abaisse le centre de gravité, ce qui concourt justement à rendre la moto aussi agile malgré donc eh bien ses dimensions généreuses et son poids qui l'est tout autant. Résultat, eh bien, on fait demi-tour très facilement sur un petit chemin, par exemple, d'à peine 5 mètres, comme nous l'avons fait tout à l'heure, même en position debout, on met le guidon en butée, pas de problème, car la moto est très bien équilibrée. Elle a un excellent rayon de braquage et elle se manie en plus facilement en termes d'accélérateur avec une injection parfaitement réglée, hyper précise, progressive, avec une réponse vraiment très bien calibrée qui permet de gérer le moteur aux petits oignons. Le moteur, justement, parlons-en, il délivre 136 chevaux, 143 Nm de coupe et cette valeur de coupe, sincèrement, elle est omniprésente. C'est-à-dire que dès les bas régimes, le boxer, il pousse en avant avec beaucoup de vigueur. C'est assez stupéfiant hein, de voir, même dans les villages, on se met en quatrième à 50 km/h, on accélère, la moto elle repart avec beaucoup d'énergie, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de creux, elle se renforce à mi-régime et elle grimpe jusqu'aux 9000 tours du rupteur avec une énergie considérable. Ça, c'est les chevaux qui parlent, hein, bien sûr, dans le haut régime, mais il y a vraiment un bon croisement entre justement cette escalade de chevaux et cette courbe de couple. Là-dessus, c'est vrai que ça va quand même être difficile hein, pour BMW de faire mieux, parce qu'en termes de remplissage, ce moteur, franchement, il fait très très fort. C'est assez jouissif de sortir des courbes comme tirées par un lance-pierre géant avec du répondant quel que soit le rapport qui passe d'ailleurs de façon nette grâce à une boîte de vitesse précise, bien étagée, qui permettent de bien exploiter justement la fougue mécanique. Et cette boîte de vitesse, elle peut être associée en option avec un shifter double effet. Le système fonctionne admirablement bien, donc c'est une option qu'il faut vraiment considérer à l'achat, hein, parce que clairement, elle apporte une plus-value. Nous, on l'a même utilisé à très bas régime en ville, entre 2 et 3000 tours, et pas de problème, ça bloque pas. Le rapport passe, il s'enclenche sans un bruit, sans un chaos. Pas de chaos non plus au niveau de la transmission par cardan. Il est de l'autre côté le cardan, mais bon, je vous le montre pour que vous compreniez, hein, c'est à l'arrière que ça se passe. Ce cardan, il ne transmet aucune secousse. Il n'y a pas de phénomène d'ascenseur, comme ça pouvait être le cas sur les générations antérieures de GS, c'est-à-dire que la moto ne se soulève pas à l'accélération, elle se tasse pas à la coupure des gaz.
Là, ce cardan, il se fait complètement oublier. Et sachant que justement, c'est un gros atout en termes justement d'entretien, il n'y a pas de chaîne à graisser, il n'y a pas de chaîne à retendre. Alors, on peut se dire là aussi qu'au niveau transmission finale, la GS, elle craint pas grand monde. Alors cette fougue mécanique, elle va intervenir de façon différente selon le mode de conduite qu'on sélectionne. Par exemple, en mode Rennes, eh bien voilà, elle est délivrée de façon un peu moins instantanée, alors qu'en dynamique, tous les chevaux sont lâchés. Et je vous dis, bah là, on se retrouve en exagérant presque avec un gros super motard. Hein. J'exagère volontiers, mais franchement, on a un moteur bien péchu et on sent que BMW, au fil des millésimes, justement, a voulu le rendre péchu, a voulu casser cette image qu'avait autrefois la GS de moto à papy en lui donnant justement des prétentions sportives. Donc, de par ce moteur, de par aussi ce châssis dont nous allons parler. C'est un châssis, un treillis en tube d'acier qui s'ancre dans le moteur car le moteur a une fonction porteuse. Ce châssis, il a la rigidité nécessaire pour avoir de la stabilité en courbe, aucun mouvement de direction, aucune ondulation. Ça n'arrive jamais sur cette moto, même en duo, même chargée, même avec les valises. Comme dans la tête des ventes des Maxi Trail, la BM, elle garde toujours son cap. Et je vous en ai parlé en introduction, ce châssis, il est relié à un train avant non conventionnel, le télélever. Alors le télélever, il se compose de fourreaux et d'un amortisseur central. Et je vous propose de regarder comment ça fonctionne justement en embarqué. Alors le principe de ce train avant non conventionnel, c'est de dissocier les forces de freinage et d'amortissement. De cette manière, la moto conserve une assiette plane lorsqu'on freine, même violemment, donc ce qui permet de garder toujours un bon contrôle du train directeur. Alors c'est un principe qui fonctionne redoutablement bien, que BM en plus a peaufiné au fil des années et qui apporte du coup beaucoup de confiance en entrée de courbe. Beaucoup de confiance à condition d'avoir une certaine habitude, parce que ce télélever, il a un défaut, c'est qu'il a tendance un petit peu à masquer le ressenti que nous retransmet la route. Il a tendance un petit peu à se figer, ce qu'il est assez rigide. Et du coup, dans un premier temps, on peut être surpris sur les premières entrées en courbe, à pas sentir la moto s'enfoncer justement lorsqu'on freine, mais on s'y fait très rapidement et on se rend compte qu'il est toujours possible de freiner plus tard, grâce justement à cette assiette conservée, grâce justement à ce train avant excellent, très directeur, très précis, qui est parfaitement neutre. La moto n'engage pas, elle n'élargit pas. C'est sur route une vraie réussite. Je dis sur route parce que par contre en tout terrain c'est pas la même limonade. Le télélever, vu qu'il est très rigide, lorsque ça tabasse, il le fait ressentir dans les bras et les avant-bras notamment. Ça secoue pas mal. Lorsqu'on prend une marche, ça tape tout de suite dans le dur. On a l'impression qu'on est limite en butée de compression de l'amortisseur. Donc ça, clairement, une fourche conventionnelle fait mieux en la matière, malgré pourtant des débattements conformes au genre trail avec 190 à l'avant, 200 à l'arrière. On a fait justement un petit peu de tout-terrain avec cette GS, vu que c'est un trail. Malheureusement, comme vous avez pu le voir, le temps nous a pas gâté, on s'est pris une sérieuse averse. Et là, justement, on a subi un petit peu le poids, on a subi le fait d'être sur la pointe des pieds lorsque les conditions se sont vraiment dégradées, parce qu'on s'est retrouvé très rapidement dans de la boue. Et comme le sol était sec au prime abord, cette boue, cette pellicule de boue, elle était vraiment très glissante. Elle a rapidement rempli les sculptures des Bridgestone d'origine, qui sont davantage conçus pour la route que pour du tout-terrain. Comme ils n'ont pas de crampons, ils évacuaient pas. Résultat, on a eu parfois la sensation d'être dans une luge avec le sentiment qu'on n'allait pas s'arrêter. En tout-terrain, il est possible de faire des choses avec cette BMW, comme avec pas mal de ses concurrentes, mais il faudra composer avec ses mensurations, il faudra composer avec son poids, il faudra composer avec son télélever, qui, je le répète, n'est pas l'arme absolue en off-road. On parlait de son train avant, abordons le sujet du freinage. Alors le freinage, il est confié à des étriers radiaux, 4 pistons de marque Hayes, un manufacturier américain qui équipe également Harley-Davidson. Ces étriers fonctionnent admirablement bien, on a de la puissance, on a du mordant, on a du répondant, on a de la constance, d'autant que les durites sont tressées, donc il n'y a pas de problème d'échauffement. Et en plus, ça fonctionne très bien avec le frein arrière qui lui aussi est pétri de qualité. La pédale est bien placée, je vous l'ai dit tout à l'heure, et elle actionne un frein puissant. Au niveau freinage, la BMW, là encore, n'a pas beaucoup de leçons à recevoir de ses rivales. Un bon freinage, un châssis à la hauteur, un moteur Patator. Tous les ingrédients donc sont réunis pour se faire plaisir sur route et pour tenir la dragée haute justement à ses concurrentes. Et c'est ça en fait aussi qui fait la force de la GS, c'est cette somme justement de qualité, tous ces petits détails dont je vous ai parlé, le placement des commandes, le fait qu'elle soit facile à mettre sur la centrale, son pare-brise facile à régler qui protège bien, son instrumentation complète, facile à contrôler et à comprendre, et son efficacité routière sidérante, tout ça explique que la GS soit devenue la référence parce que finalement, elle ne prête que très peu le flanc à la critique. Il n'y a pas beaucoup d'aspects que là, on a envie de prendre et de jeter et de dire « Ah ouais, non, ça, il faudrait quand même améliorer ».
Il y en a quelques-uns, bien sûr, notamment au niveau du moteur. Hein, je vous ai dit qu'il avait beaucoup de qualité. Par contre, il a quelques petits défauts. Par exemple, des vibrations à régime stabilisé aux alentours des mi-régimes, ce qui fait qu'à 4700 tours, à 130 km/h en sixième, là, on a des vibrations qui se font ressentir. Alors, évidemment, c'est un twin, ça vibre, mais c'est un petit peu dérangeant et on se dit que BMW pourrait améliorer. Autre aspect qui pourrait être amélioré sur son moteur, c'est la sonorité. Alors, la sonorité, elle est très marquée sur cette machine. BMW l'a très bien retravaillé au fur et à mesure des millésimes. On se souvient des anciennes GS qui avaient une sonorité de 2 Dush, de Citroën 2 chevaux. C'était pas très flatteur et du coup, BM a bien rebossé là-dessus. Désormais, le vrombrissement caractéristique de la GS, il est beaucoup plus viril, il a beaucoup plus d'ampleur et il a une belle résonance qui s'accompagne en plus de crépitement à la coupure de gaz. Là aussi, on sent que les Allemands, ils ont voulu accentuer un petit peu le côté sportif en lui donnant justement une tonalité un peu crapuleuse. Sauf que, là c'est l'avis des essayeurs de motonettes, cette sonorité, le volume, il est un petit peu trop élevé. Et c'est vrai que lorsqu'on fait de longues étapes, notamment sur voie rapide et sur autoroute, eh bien, ça devient un petit peu envahissant, cette sonorité. Il y a des fois où on aimerait justement qu'il soit un petit peu diminué, notamment, eh bien, lorsqu'on la démarre le matin, comme moi j'ai pu le faire ce matin à Potron-Minet. Et c'est vrai que ça m'embête un petit peu par rapport à mes voisins qui n'ont peut-être pas apprécié d'entendre le twin aboyer sous leur fenêtre alors qu'il était même pas 7 heures. Ça, c'est quelque chose donc sur lequel BMW peut se pencher, d'autant qu'il existe des solutions technologiques pour pouvoir obtenir des compromis à ce niveau. Durant ce roulage, nous avons évoqué avec vous certaines pistes d'amélioration. Et en premier lieu, pour Motonettes, c'est sur le poids que cette GS devra impérativement évoluer. BMW doit l'alléger, ne serait-ce aussi parce que la concurrence pousse fort au portillon et avec des motos qui sont parfois 10 kg plus légères que cette GS. Donc, il y a un travail à faire. Il faut noter qu'au fil des millésimes, cette GS s'est embourgeoisée, elle a pris des volumes et elle a pris des kilos du coup. On se rappelle par exemple que la dernière R1200 à refroidissement par air de 2012, donc, elle faisait 229 kilos. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, en 2012, et on se dit qu'il y a déjà 20 kilos de prix. Alors bien sûr, il y a eu le refroidissement liquide, mais voilà, à force de greffer des équipements supplémentaires, à force de lui donner des attributs aussi de routière, parce que désormais les trails GT sont devenus les équivalents de routière, et bien à force de tout greffer sur cette GS, eh bien on en arrive à un poids quand même imposant qui se fait ressentir malgré le fabuleux équilibre, malgré le flat twin qui abaisse les masses, malgré ce train avant donc qui répond à merveille, mais on ne peut rien faire contre la gravité. 250 kg c'est trop, surtout en tout terrain, surtout sur une moto, je vous l'ai dit, où l'accessibilité pourrait également progresser. Pour faire progresser justement cette accessibilité, BMW serait inspiré donc de recreuser un petit peu, d'évider le réservoir sans toucher à sa contenance, que 20 litres, c'est quand même, on va dire, le service minimum pour un trail qui a vocation à voyager loin et longtemps, même si le moteur, comme il est sobre, il offre un grand champ d'action. BMW annonce 4,75 litres au 100 km avec sa moto. Motonet a relevé de son côté 5,6 litres de moyenne. Donc, vous voyez, c'est assez correct. Surtout que, comme vous pouvez le constater ici, BMW nous avait fourni la moto avec valise et top case qui augmentent forcément la prise au vent. Donc, ça a impacté aussi certaines mesures de nos consommations, notamment lorsqu'on a pris l'autoroute à 130 avec toute cette attirail. Forcément, ça fait de la prise au vent. Petite parenthèse, ces bagages optionnels se révèlent très pratiques, non seulement à installer, désinstaller, on l'a fait à plusieurs reprises là pour les besoins de notre vidéo, et franchement ça se fait de façon très intuitive et très logique, donc c'est une option à laquelle on peut recourir les yeux fermés et qui apporte en plus, vous l'avez vu, de solides capacités d'emport à la GS. Fin de la parenthèse. On parlait d'accessibilité, potentiellement à gratter au niveau du réservoir. Il va donc falloir également probablement amincir un petit peu aussi au niveau du moteur afin de gagner justement de la largeur par ici. Un autre subterfuge que pourrait employer BMW, c'est celui qu'a introduit Harley-Davidson. Oui, Harley-Davidson sur son trail Pan America. Oui, un trail chez Harley-Davidson, je répète. Non, je rigole, mais par contre, c'est vrai que la Pan America, elle a un système de suspension dont la précharge se dégonfle en gros à l'arrêt de façon à faciliter l'appui des pieds au sol. C'est-à-dire que lorsque vous roulez, la moto, hop, la précharge remonte. Lorsque vous arrêtez, la précharge descend et ça permet de mieux poser les pieds à plat au sol. C'est le genre de truc où on se dit mais pourquoi ils n'y ont pas pensé avant, et faut avouer que sur la Harley, ça nous avait séduit. Donc c'est potentiellement eux aussi une piste d'évolution. Au niveau mécanique, à quoi faut-il s'attendre?
Très certainement une évolution de cylindrée comme à chaque grosse refonte de la GS. On peut donc raisonnablement estimer que la future GS va cuber dans les 1300 cm3. Alors, ce sera peut-être 1280 alors qu'aujourd'hui c'est 1254. Ça, on verra bien, mais forcément il y aura une élévation et probablement donc on sera sur du 1,3 litre comme par exemple la KTM. Donc ça va faire un gros bicylindre. Hein. C'est quelque chose aussi qui va peut-être amener du poids supplémentaire sur la moto. Là-dessus, les ingénieurs, il va falloir qu'ils gambergent sévère parce que, comme je vous l'ai dit, justement, du poids, il faudrait plutôt en enlever. On a parlé du son aussi. Elle fait un petit peu trop de bruit, cette moto. Alors, il y a un côté effectivement grisant. C'est vrai que c'est rigolo. Quand on est sur les petites routes, tout ça, on remet la louche, ça chante. C'est génial. En plus, ça crépite à la coupure des gaz. Ça, c'est vrai que c'est très gratifiant et puis c'est amusant. Bon, je vous l'ai dit, par contre, c'est vrai qu'en ville ou quand on la démarre le matin, elle pourrait faire un petit peu moins de bruit. BMW pourrait, là encore, utiliser la technologie pour trouver un compromis via des valves à l'échappement qu'on pourrait actionner de façon électronique. Il y a certains fabricants d'échappement, notamment que Motonet avait interviewé par le passé, qui fabriquent ce genre de silencieux que l'on peut donc adapter en fonction de sa conduite et des conditions en bouchant plus ou moins justement son ouverture afin de délivrer plus ou moins de sonorité. On pourrait en plus imaginer que tout ça, ça se ferait automatiquement via les modes de conduite. C'est-à-dire que lorsqu'on met la moto en mode dynamique le plus sportif, hop, elle chante à plein régime. Et lorsqu'on la met, on va dire, en mode Rennes ou en mode road, on fait diminuer le volume par le truchement de cet échappement à valve électronique. Là encore, c'est une suggestion. On verra si BMW y a pensé ou si, lorsqu'ils vont voir notre vidéo, ils vont se dépêcher de l'installer sur la future GS. Au niveau partie cycle, qu'attendre de la future évolution de la GS ? Alors là, par contre, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que elle place quand même la barre très très haut. Donc c'est vrai que ça représente quand même un challenge pour BMW d'améliorer quelque chose qui tutoie d'assez proche, une forme de perfection. Alors certes, c'est vrai que ce télélever, il a tendance un peu à masquer le ressenti. C'est particulièrement vrai en tout terrain, vous l'avez expliqué tout à l'heure. Malgré tout, ça fait partie des signatures technologiques de BMW, donc on les voit mal. Effectivement, les Allemands faire machine arrière sur ce sujet. Même chose pour sa transmission par arbre et cardan. Si on veut gagner du poids, on remplace ça par une chaîne et on gagne du poids. Mais un cardan, c'est tellement pratique en termes d'entretien, pas besoin de retendre la chaîne, pas de salissure. Et en plus, là, comme il est particulièrement abouti, je vous l'ai dit, avec vraiment un fonctionnement transparent, ça serait dommage de s'en priver. Là encore, franchement, Motonet ne pense pas que BMW fera machine arrière là-dessus. En revanche, des pistes d'évolution possibles concernent les matériaux utilisés pour le cadre treillis. Ici, il est en acier. BMW pourrait, pourquoi pas, opter pour de l'aluminium. Alors certes, c'est plus frayeux. Certes, au niveau réparation, c'est pas top. Notamment quand on est dans la pampa, aller trouver quelqu'un pour vous souder un cadre en alu. Ça, bonjour. Mais ça permettrait de grappiller des kilos. Donc, un peu de kilos grappillés sur le châssis, un petit peu, pourquoi pas, sur le moteur, parce que généralement, les motoristes arrivent avec l'amélioration des matériaux, des résistances, à gagner un petit peu de poids. Pourquoi pas un peu de poids aussi sur la transmission finale. Et on pourrait raisonnablement se dire que la nouvelle GS, elle gagnerait une petite dizaine de kilos. Ça serait pas superflu. Enfin, dernier point où on est en droit d'attendre des évolutions sur la GS, c'est très certainement en termes d'électronique. BMW a souvent une longueur d'avance sur ses concurrents de par les transferts qui se font avec sa division automobile. Donc, on peut s'attendre à un tableau de bord encore plus grand, encore plus coloré, avec encore plus de fonctionnalités. Ça, c'est quasiment une certitude. On peut s'attendre également à des nouvelles technologies, pourquoi pas en termes de suspension. Je vous parlais tout à l'heure de cet abaissement de l'assiette de la moto via la précharge. C'est une piste qui pourrait très facilement être intégrée sur cette moto. On peut aussi envisager que BMW a eu installé des radars comme sur sa R1200 RT qui permettent ensuite de faire fonctionner un régulateur adaptatif, c'est-à-dire un régulateur de vitesse qui va être capable de se caler sur l'allure des voitures devant vous, notamment sur autoroute. Vous mettez à 130, si la voiture devant vous ralentit, la moto va ralentir d'elle-même. Ça, c'est des technologies qui sont, on va dire, à la mode, en vigueur. Donc les constructeurs qui ont quand même des obligations d'amélioration constante de la sécurité routière tendent vers ces technologies, sachant que là encore, BMW possède une solide expérience en la matière grâce à l'automobile. Et on termine cette liste des améliorations possibles sur la future GS par un vœu pieux de Motonet, à savoir une politique d'option un petit peu moins frustrante, puisque je vous l'ai expliqué, il y a quand même des manquements assez indignes pour une moto de ce standing à ce prix.
Alors effectivement, c'est vrai que comme le dit le dicton, lorsqu'on commence à discuter le prix, c'est qu'on n'en a pas les moyens, mais quand même, ça fait mal au cœur. Et je pèse mes mots de voir certains équipements qui devraient être obligatoirement de série et qui sont là en option. Ça fait également mal au portefeuille de devoir souscrire des packs avec tout un tas d'options dont on n'a pas forcément besoin pour avoir celles qui nous intéressent. Mais j'ai envie de dire, vu le succès colossal de la moto, on est quand même en droit de douter que BM revienne en arrière à ce niveau. Et on peut même s'attendre à une élévation de tarifs sur le futur modèle. On parlait de succès colossal, un chiffre pour illustrer. En France, il s'est vendu l'année dernière un peu plus de 6000 GS, version standard et la version Adventure confondue. C'est presque 6 fois plus que ses rivales que nous allons lister dès maintenant. Les rivales de la R1250 GS sont très nombreuses car les constructeurs concurrents de BMW, après avoir laissé la GS jouer seul dans son coin, entre guillemets, pendant plusieurs années, se sont aperçus de la popularité de ce segment maxi trail routier, se sont aperçus aussi des gros chiffres de vente de la BM. On commence avec Ducati. Ducati qui a débarqué sur le segment des trails avec sa Multistrada, d'abord en V2 et depuis peu en V4, donc un 4 cylindres en V qui développe 170 chevaux. C'est l'une des plus puissantes à l'heure actuelle. C'est une moto aussi qui a un haut contenu technologique et qui en plus a beaucoup de confort, de la sportivité. C'est une machine donc qui en termes d'agrément routier en propose beaucoup. Elle est capable même de tenir la dragée haute à la GS dans certains domaines. En revanche, c'est vrai que sur la partie, on va dire, un peu plus tout-terrain, la Ducati, là-dessus, se montre un peu moins à l'aise, en tout cas en version standard, puisqu'il existe une version plus typée off-road. Cette Ducati, elle a un positionnement assez premium, puisque son prix démarre à 20 490 €. C'est une moto assez légère, par ailleurs, de 240 kg. On poursuit la liste des rivales par ordre alphabétique avec la Harley-Davidson Pan America, le trail dont je vous ai parlé tout à l'heure quand on a abordé le chapitre des suspensions. Alors ce trail qui a pris beaucoup de monde de court quand il est arrivé, vous vous doutez bien, chez Harley c'est plutôt custom, pas vraiment le chemin. Il a beaucoup de qualités dynamiques. Il a un moteur qui est péchu, qui délivre 150 chevaux, son V-twin de 1250 cm3. Et c'est une machine qui se montre particulièrement aboutie. Nous, on a été bluffé à Motonet, clairement, justement par le niveau atteint d'entrée de jeu par Harley-Davidson sur son premier jet. Et ça, il faut quand même avouer que c'est assez remarquable. La moto a plein de qualités, elle a du tempérament, elle a une bonne tenue de route, elle a certaines prétentions tout-terrain, moins que d'autres, mais mieux que certaines, j'ai envie de dire. Donc globalement, il y a une très bonne copie à aller relever du côté du constructeur américain. Le tout au prix de 20 390 € pour une moto qui pèse 245 kg. Passons ensuite à la Honda Africa Twin, version 1100. Alors la Honda Africa Twin, clairement, là on entre dans les rivales un peu frontales de la GS. Chez Honda, ils s'en cachaient pas quand ils ont sorti la version Adventure avec un plus gros réservoir, plus d'équipement. La cible, c'était vraiment la GS. Est-ce qu'ils ont bien fait chez Honda? On peut se poser la question parce que finalement, cette deuxième génération d'Africa Twin en 1100, elle a peut-être un petit peu moins de succès commercial, en tout cas, que la précédente. Pourquoi? Parce que justement, elle aussi, elle s'embourgeoisait, elle aussi, elle a pris du poids, de la puissance, du contenu technologique. Reste que la Honda, c'est une formidable arme, c'est une machine incroyablement polyvalente qui excelle sur la route et qui est brillante en tout terrain. Il y a des racines, il y a un ADN tout terrain que Honda avait à cœur de continuer à entretenir et sur ce point c'est réussi. C'est une moto en plus qui présente la particularité de pouvoir être associée à une boîte DCT, c'est-à-dire une boîte double embrayage qui permet donc d'avoir un fonctionnement des vitesses automatiques. C'est la seule à proposer ça et ça aussi c'est un atout. Reste que son twin par contre parallèle, il est un petit peu léger en puissance puisqu'il ne délivre que 102 chevaux. Forcément, par rapport à des mastodontes comme celle-ci qui en fait 136, il en manque un peu, notamment en duo avec des bagages comme ça quand ça monte fort. Ah oui, forcément, là, la Honda, elle va tirer un petit peu plus la langue. Cette Honda Africa Twin en version standard, elle pèse 229 kg, ce qui lui permet de compenser aussi justement le léger manque de tonus mécanique. Et elle démarre à 14 349 €. Cependant, la version vraiment comparable à cette BMW, c'est l'Africa Twin Adventure Sport, ne serait-ce que parce qu'au moins celle-ci, elle a un vrai pare-brise, là où la standard, elle a un truc rikiki comme ça. Cette Adventure Sport, elle démarre à 16 849 € et elle pèse environ 10 kg de plus, elle est à 238 kg. Donc, vous voyez, là, il y a du challenge et en plus, ça c'est un avis personnel, mais la Honda, elle est très jolie, elle a des lignes félines. Donc, pour le coup, c'est vrai que ça peut être un coup de cœur.
On passe à la Kawasaki Versys 1000, le seul 4 cylindres en ligne de ce comparatif entre guillemets. Alors c'est vrai que voilà, hein, la Kawasaki elle a une approche beaucoup plus routière. Même chez Kawa d'ailleurs, ils ont quand même de plus en plus tendance à mettre leur Versys 1000 dans le rayon des routières, ne serait-ce qu'effectivement par son architecture moteur, par ses jantes qui sont pas du tout typées pour le tout-terrain, ses faibles débattements de suspension. C'est vrai que la Versys 1000 c'est plus un roadster rehaussé qu'un véritable trail. Cependant, elle a de beaux atouts pour qui ne fait que de la route. Elle est très polyvalente, très confortable. Son moteur, pour qui aime le 4 cylindres en ligne, c'est un monument de douceur avec beaucoup de patates en haut. Et même s'il ne fait que 120 chevaux, eh bien, il en donne pour son argent. Et en parlant d'argent, c'est la moins chère de cette liste puisqu'elle se situe juste sous la barre des 13 000 €. En revanche, elle est un poil lourde puisqu'elle pèse 253 kg. Après la Kawasaki, place à la KTM 1290 Adventure S. Là, c'est clairement aussi une rivale directe de cette GS, ne serait-ce que parce que KTM a un gros historique tout-terrain. C'est le roi du Dakar, clairement, depuis de nombreuses années maintenant. Et ça se fait sentir sur cette aventure qui a un gros moteur, un bicylindre, un V-twin de 1,3 litre de cylindrée, qui développe 160 chevaux, qui développe beaucoup de couple également, quasiment à égalité de la BM avec 138 Nm. C'est une moto plutôt légère, annoncée à 220 kg à sec, je précise, pas tout plein fait. Donc c'est une moto également à gros contenu technologique et tout ça réuni fait que le package est assez saisissant. En plus son moteur est jouissif, sa partie cycle est affûtée. La KTM clairement elle a de beaux atouts et elle a aussi un côté un peu canaille, un peu sportive qui lui va très bien tout en ayant quand même le confort nécessaire et attendu sur ce genre de moto, même si la BM est selon Motonet un petit peu plus canapesque justement dans son approche avec un lissage des bosses un cran supérieur à la KTM à 20 665 €. Chez Suzuki, eh bien, nous avons la V-Strom 1050 qui développe 107 chevaux avec son twin en V. Suze est resté fidèle à cette architecture de longue date utilisée par le blason d'Hamamatsu. C'est une moto qui est pétrie de qualité, qui est vraiment très agréable à utiliser également sur route. Elle est confortable. Son moteur, il a conservé du tonus, même si on sent bien que les normes européennes le castrent de plus en plus et qu'effectivement, il en a moins qu'à l'époque des TL1000. Mais n'empêche, c'est vrai que cette Suzuki, c'est un excellent package. En plus, elle est bien placée au niveau prix. Elle est pas trop lourde. Par contre, c'est vrai qu'en tout terrain, là, elle va pas forcément faire le poids par rapport à des rivales, on va dire, qui ont plus de cartes dans leur jeu à ce niveau-là en termes d'off-road. Il faudra se tourner donc vers la nouvelle Suzuki V-Strom DE que Motonet vient d'essayer, donc qui est un petit peu plus cher et qui surtout à l'avant a une roue de 21 pouces pour améliorer justement ses prétentions off-road. La V-Strom standard pèse 242 kg et coûte 15 399 €, alors que la version DE dont je viens de vous parler, avec la roue de 21 pouces, pèse 10 kg de plus et coûte 15 999 €. On passe à une nouveauté que Motonet vient également de tester, à savoir la Triumph Tiger 1200 dans sa version GT. Alors la Triumph c'est pareil, elle a longtemps cherché à singer la BMW, ne serait-ce qu'en termes de look, en termes de solution, avec sa boucle arrière mécano-boulonnée comme la BMW, à tel point qu'à un moment il était facile de se méprendre, sauf au niveau évidemment du boxer à plat propre à la BMW. La Triumph c'est également la seule de cette liste à avoir une transmission finale par arbre et cardan, et en plus les Anglais, au niveau de cette transmission, ils savent ce qu'ils font et ça fonctionne très bien. Donc, il y a vraiment des arguments très favorables pour cette Triumph, notamment donc son moteur, un 3 cylindres en ligne, forcément, chez Inclay, c'est la marque de fabrique qui développe désormais 150 chevaux. Donc, il y a du punch, il y a du répondant, il y a de l'allonge, il y a une sonorité exquise. Bref, ce moteur, il fait consensus. Son seul défaut, c'est finalement son format qui est quand même assez haut, assez encombrant. Donc, du coup, on a des masses plus en hauteur et ça se sent à la conduite, même si Triumph a fait de gros efforts en faisant beaucoup maigrir son gros tigre qui s'affiche aujourd'hui à 240 kg, soit 9 kg de moins que la GS. Et on termine par ordre alphabétique par Yamaha. Et là, ça va être très simple. Chez Yamaha, en fait, il n'y a plus de rival à la GS. Et oui, car Yamaha a abandonné sa Super Ténéré 1200, son XTZ, une appellation emblématique qui a aussi écrit de belles pages au niveau des rallye raids. Et Yamaha donc a stoppé la carrière de son trail,
faute de vente, hein, évidemment. Il y a eu aussi la mise aux normes qui était coûteuse et Yamaha a préféré se concentrer sur un trail de plus petite cylindrée, à savoir la Ténéré 700, la T7 hein, pour les intimes, qui revient un petit peu aux racines du genre trail, à savoir une moto plus accessible, plus légère, qui ne déborde pas de sophistication ni de puissance. On n'est qu'à 73 chevaux, c'est pour ça qu'on ne peut pas la comparer à la GS, mais qui du coup offre des aptitudes tout-terrain et sur route un peu bosselée, épatante. Reste que par son positionnement, elle ne peut absolument pas être comparée à la GS. Donc on le voit, hein, il y a deux écoles hein, pour affronter la GS. Il y a l'école européenne où on a de grosses puissances, beaucoup de contenu technologique et des prix du coup qui ont quand même tendance à s'envoler, hein, surtout ces dernières années, hein, la crise à bon dos, les semi-conducteurs, tout ça. Bref. Et on a donc les Japonais qui ont une approche un petit peu plus pragmatique avec moins de puissance, hein, notamment je parlais de l'Africa Twin ou même encore la Vestrom hein, qui déborde pas de chevaux, mais qui ont quand même de sérieux atouts dans leur manche, tant au niveau justement polyvalence pour la Suzuki qu'au niveau tout-terrain pour la Honda. On a aussi l'inclassable entre guillemets Versys 1000 qui dispose elle de beaux atouts routiers. Bref, autant de motos qu'il est intéressant d'ajouter dans sa liste au moment de choisir parce que, quoi qu'on en dise, il n'y a pas que la GS dans le segment des maxi trail.